Bienvenue sur Futilité et Art Mineur, une chaîne dédiée à l'analyse du manga, de l'anime et du jeu vidéo. Cette émission, premier chapitre, a comme son nom l'indique pour but d'analyser les premiers chapitres. La série actuelle a pour but de montrer comment les auteurs parviennent à accrocher le lecteur et déjouer ses attentes. Pourquoi s'intéresser à l'incipit, c'est-à-dire au premier chapitre d'une œuvre? Tout simplement parce que, dans un monde où il est facile de se distraire en regardant des vidéos YouTube ou en lançant un jeu vidéo, les auteurs de manga doivent faire preuve de talent et utiliser de nombreuses techniques pour capter l'attention du lecteur. Il doit donner envie de lire la suite en créant une tension dramatique, tout en posant les bases d'un univers complexe. Pour accrocher le lecteur, dès le premier chapitre de Demon Slayer, l'auteur du manga recourt à une ancienne formule qui fonctionne toujours à merveille, in medias res. Voici en quoi consiste cette technique narrative. In medias res signifie en latin « au milieu des choses ». Autrement dit, le récit débute de manière abrupte au milieu d'un événement très dramatique. La première description de cette manière de créer du suspense remonte à l'Antiquité avec l'art poétique d'Horace. Il décrit comment l'Odyssée débute au milieu du récit en montrant le héros dans une position misérable avant de décrire tous les événements qui ont amené à la situation présentée au premier chapitre. Pour un exemple plus contemporain, prenons John Wick. Les premières séquences du film montrent le héros qui s'extirpe difficilement d'une voiture. Il est gravement blessé et s'écroule au sol. Va-t-il survivre? Qu'est-ce qu'il a fait pour être à l'agonie? La suite du film reprend de manière chronologique le fil des événements. Dans le cas de Demon Slayer, la première planche nous montre un adolescent en kimono qui porte une jeune fille blessée sur ses épaules. Que s'est-il passé? La question que se pose le héros est identique à celle du lecteur, ceci nous permet de nous identifier à lui. Et pour savoir comment on en est arrivé là, il faut bien sûr tourner la page. À partir de là, le récit reprend les choses dans un ordre chronologique pour nous faire comprendre ce qui a déclenché cette situation initiale. Dans la deuxième planche, on découvre le nom du héros, Tanjiro. Il s'agit d'un adolescent d'une famille pauvre vivant dans la montagne. En 3 planches, une grande partie de l'arrière-plan est établie de manière efficace. Les vêtements et le décor définissent un espace-temps précis. Il s'agit d'un Japon ancien, ce qui évoque les récits historiques et le genre du Shambhala, c'est-à-dire les récits de samouraïs. Comme il s'agit d'un manga paraissant dans Shonen Jump, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des combats de sabre un peu comme dans Kenshin le Vagabond. Le héros va-t-il devenir un célèbre guerrier? Sans doute. Mais, pour le moment, Tanjiro semble tout à fait ordinaire. À un détail près, il est connu dans le village pour son odorat très développé. Lorsqu'on lui montre des débris de poterie, il est capable de détecter la présence d'un chat et ainsi d'innocenter un villageois. Mais, mis à part cette faculté un peu inhabituelle, Tanjiro n'a rien d'un guerrier. D'ailleurs, il doit même dormir chez un vieillard qui lui conseille de ne pas voyager de nuit, en raison des démons. Avant de s'endormir, Tanjiro pose une question essentielle, qui est également celle que l'on se pose. Est-ce que les démons ne peuvent pas rentrer dans les maisons pour tuer les habitants? Non, répond le vieillard. Les pourfendeurs de démons, Demon Slayer en anglais, les tue juste avant. Ce simple dialogue introduit une nouvelle variante dans le chapitre. Les combats au sabre se dérouleront entre les démons et les pourfendeurs. Le lendemain, le héros rentre chez lui et le récit prend une tournure plus dramatique. Dans la dernière ligne de la page 13, une première case, en plan large, montre Tanjiro arrêté au loin alors que des corps semblent couchés dans la neige à côté de la maison. Le cadrage plus serré de la case suivante permet de confirmer qu'ils sont morts. La dernière case est un gros plan sur le visage du héros, effaré. L'ensemble est une sorte de ralenti qui retarde la découverte de l'horreur. Évidemment, tout ceci nous incite à tourner la page pour en savoir plus. La double page suivante montre alors le carnage. Comme le héros, le lecteur découvre que tous les habitants sont morts. On a à peine le temps de prendre conscience du drame que la page 20 revient à la situation initiale. Tanjiro porte sa sœur sur son dos. Elle est inconsciente, blessée, mais vivante. Enfin, presque. Elle se réveille et tente de le mordre. Une case montre son visage agressif et ses pupilles n'ont vraiment plus rien d'humain. Elle est devenue un démon. Dans ce revirement de situation, la jeune fille n'est plus une victime, mais un adversaire à vaincre. Dans le combat fratricide qui s'ensuit, le lecteur peut suivre les pensées de Tanjiro. Le tout rend la séquence d'autant plus dramatique. Il se sent coupable de ne pas avoir défendu sa famille. C'est alors que le conflit semble se résoudre. Nezuko est devenue un démon, mais la transformation n'est pas totale. Elle est encore en mesure de le reconnaître. Une case reprend un cadrage similaire sur le visage pour nous montrer que des pupilles humaines apparaissent. Elle pleure. On pourrait donc s'attendre à un arrêt du combat. Mais, une fois de plus, c'est un leurre. Après une alternance entre les visages des deux personnages dans une sorte de champ contre champ, la dernière case de la planche nous montre un cadrage large avec des lignes de vitesse qui encadrent les deux personnages.
Tout ceci nous fait comprendre qu'il y a un autre protagoniste, qui les observe de loin. Celui-ci intervient en tentant de tuer Nezuko, mais Tanjiro et sa sœur parviennent à éviter le coup de sabre. De même que la première planche est in medias res, l'apparition du nouveau personnage se fait au milieu de l'action en cours. Et, comme dans la première planche, les pensées du héros correspondent aux nôtres pour favoriser l'adhésion du lecteur. Qui est cet homme ? Le caractère énigmatique du guerrier accentue le suspense pour retenir l'attention du lecteur. Le nom du personnage ne sera révélé qu'en fin de chapitre. Entre-temps, de nombreux indices nous permettent de comprendre qui il est. La présentation en plein pied nous montre sa prestance. Une case, qui fait guise d'un cerf sur le manche de son katana, nous suggère qu'il est l'un des pourfendeurs de dragons évoqués par le vieillard. Les pensées du guerrier nous font comprendre qu'il a été dans la même situation que Tanjiro. Cela suggère que le héros va également devenir un pourfendeur de démons. Mais pour le moment, l'adolescent n'a pas la bonne attitude. Il supplie le guerrier d'épargner sa sœur, ce qui déclenche la colère de celui-ci. Demander la clémence n'avance à rien. Durant le combat entre le héros et le pourfendeur de démons, on apprend qu'il existe sans doute un remède, mais il n'est connu que par les démons. Ceci déclenche véritablement la quête du héros. Mais au lieu de devenir un démon slayer pour venger la mort de ses proches, comme dans la plupart des récits existants, ici le héros puise sa force dans l'espoir d'une guérison et dans son amour fraternel. Lors du combat, le héros est rapidement mis hors d'état de nuire, mais il parvient tout de même à libérer sa sœur. Celle-ci, au lieu de le dévorer ou d'attaquer le guerrier, se met à protéger le héros inconscient. Les paroles de Tanjiro sont alors répétées sur un fond noir. Nezuko ne dévorerait jamais personne. Ce nouveau revirement de situation surprend le guerrier. Cette démonstration d'amour fraternel fragilise les convictions du pourfendeur. Il décide alors de leur laisser la vie sauve et leur conseille même d'aller voir un maître pour trouver de l'aide. La dernière planche du chapitre montre les deux adolescents quittant définitivement la maison familiale pour partir à la quête d'un remède. Ainsi, Demon Slayer s'achève en déjouant les attentes du lecteur. L'apprenti pourfendeur de démons est en fait accompagné d'un démon qu'il cherche à soigner. Cette première livraison hebdomadaire s'achève ainsi avec de nouvelles questions à résoudre au chapitre suivant. Qui est le maître recommandé par le guerrier ? Quelles sont leurs relations ? En quoi cela va-t-il aider Tanjiro et Nezuko à trouver un remède ? Comment voyager sans que Nezuko ne dévore qui que ce soit ? Pour le savoir, je vous conseille évidemment de lire la suite du manga. Cet incipit est donc particulièrement efficace dans sa manière de poser un univers complexe et les relations fraternelles un peu particulières qui lient les personnages. La suite est encore plus réjouissante et ce n'est pas pour rien que la série est si populaire. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez découvrir d'autres analyses de premiers chapitres sur mon blog. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de réflexion sur les techniques du manga dans les commentaires. À bientôt!